Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Prelude to Rebellion, publié par Compass Games en 2018. Dans cette vidéo-là, on va parler de la séquence de jeu, puis on va faire le tour là, de ce qu'on appelle l'anatomie des cartes. Alright, alors allons-y sans plus tarder. On a déjà vu là, dans la vidéo précédente le tour d'horizon du board, puis le setup. Donc ce qui suit tout de suite après, là, comme on peut le voir sur le fameux Player Aid, c'est la séquence de début de tour qu'on fait même avant le premier tour, là. Même si on a fait le setup, il faut passer à travers la séquence de début de tour pour le premier tour. Fait que ce qu'on fait toujours au début du tour, c'est de, comme on dit, garnir l'opportunity pool. On va venir mettre des cartes dans l'opportunity pool, des cartes qui vont être disponibles, euh, comme on va le voir là, plus tard dans cette vidéo-là, là, qui vont être disponibles, là, que les joueurs vont pouvoir acheter avec des opportunity points. Fait que, dans le fond, j'ai mis sur le Player Aid, là, pour que ce soit vraiment simple, là, le nom de chaque tour se trouve là, séquentiellement. Fait que quand vous commencez le tour Early 1834, donc au début de la game, vous allez mettre là, les deux premières cartes du deck de 1834 et les deux premières cartes du deck générique dans l'Opportunity Pool. Donc, au début de chaque tour, il y a toujours un certain nombre de cartes à la fois du deck actif puis du deck générique qui s'en vont dans l'Opportunity Pool. C'est ce qui crée aussi une certaine variété. Là. Ce ne sera jamais les mêmes cartes d'une game à l'autre qui vont être mises dans le pool. Par contre, dans la majorité des tours, vous allez aussi ajouter là, une ou plusieurs Key Events. Je rappelle que les Key Events ne sont jamais brassés dans un deck, elles sont toujours gardées face-up à côté du board, à la limite, là, prêtes à être mises en jeu. Là. Fait que je vous recommande encore là, de les classer peut-être en ordre chronologique d'apparition, là, un peu comme on a fait dans le module Vassal. Fait que la première key event là, qui fait son entrée, là, il n'y en a pas en early 1834, mais en late 1834, qui se trouve être le deuxième tour du jeu, vous allez systématiquement mettre la carte des élections générales à l'intérieur de l'Opportunity Pool, en plus de la première carte du deck 1834 et de la première carte du deck générique. Fait que vous allez avoir entre 0 et 3 key events à mettre dans l'Opportunity Pool, dépendamment d'à quel tour vous êtes rendu. Les key events, je vais en reparler probablement le plus dans les vidéos de revue des cartes, là. Mais c'est des événements majeurs, incontournables si on veut, qui sont produits là, dans la période couverte par le jeu et que je ne voulais pas laisser au hasard des decks et au hasard du shuffle des decks. Je voulais pas que certaines games, ces événements-là sont là, d'autres games, ils sont pas là. Il y a d'autres card-driven games qui utilisent des mécanismes semblables. Là, je pense entre autres aux mandatory events dans les jeux comme Here I Stand et Virgin Queen, pour ceux qui connaissent. Là. Dans mon cas, j'avais l'Opportunity Pool, alors c'est facile à faire là, de prendre la carte et de la mettre dans l'Opportunity Pool va assurer le joueur en question de pouvoir jouer la carte s'il veut. Là. Puis la plupart du temps, il va vouloir, ben, c'est des cartes assez fortes pour le prix qu'elles coûtent. Alors, on va s'en tenir là pour tout de suite. Fait que vous garnissez l'Opportunity Pool en suivant les instructions qui sont là. Vous ne devriez pas vous tromper. Ensuite, les joueurs regarnissent leurs mains, ou dans le cas là, du début de la game, là, les joueurs pigent leur première carte. Alors, une main initiale de cartes dans Prelude to Rebellion, c'est toujours 7 cartes. Et dans le fond, c'est écrit ici, là, chaque joueur va piger des cartes du deck actif, qui dans le cas des deux premiers tours est le deck de 1834. Le deck actif là, est toujours le deck qui est identifié ici. Là. Fait que quand on va arriver à la fin de 1834, comme on dit, on tourne la page sur 1834, ça devient une chose du passé. Et on met les cartes de 1834 de côté, là, celles qu'on n'a pas utilisées, puis on embraye avec le deck 1835-36. Donc, à chaque tour, chaque joueur doit piger des cartes du deck actif jusqu'à temps qu'il ait 4 cartes de ce deck-là dans sa main. Et il pige 3 cartes du deck générique jusqu'à temps qu'il ait 3 cartes du deck générique dans sa main. Pourquoi le wording est compliqué comme ça, c'est qu'on va le voir, là, mais quand vous arrivez à la fin d'un tour, vous n'allez pas nécessairement discarter les cartes que vous avez dans vos mains.
Alors, si par exemple, vous avez gardé une carte du deck 1834 dans votre main à la fin du tour Early 1834, elle demeure, cette carte-là. Puis quand vous allez arriver au début du tour Late 1834, vous allez vous trouver à piger seulement 3 cartes du deck 1834 pour monter à 4 et 3 cartes du deck générique pour en avoir 3. 4 plus 3 égale 7. Donc, vous commencez jamais un tour avec plus que 7 cartes en main. Si vous avez gardé une carte dans votre main à la fin du dernier tour, vous allez tout simplement piger une carte de moins du deck duquel cette carte-là provenait. Fait que si c'est une carte générique que vous avez gardée à la fin du tour Early 1834, vous allez piger 4 cartes du deck 1834 et seulement 2 cartes du deck générique. Encore là pour vous amener à 4 cartes du deck actif et 3 cartes du deck générique. Et ensuite, le Patriote a un petit privilège, celui de déterminer qui va être le premier joueur pour le tour. C'est toujours le Patriote qui prend cette décision-là. Ça ne veut pas dire que c'est toujours lui qui est le first player. Il y a peut-être des cas, comme on va voir dans les stratégies, où il y a avantage à laisser le loyal jouer en premier pour avoir le dernier mot à la fin du tour. Mais c'est toujours le Patriote qui décide. Et il prend cette décision-là non seulement après avoir vu les cartes qui sont dans l'Opportunity Pool, mais aussi après avoir vu sa main. Alors, ces deux informations-là là, peuvent être d'une aide certaine pour qu'il prenne sa décision, là, qui va être le first player pour le tour. Alors, si par exemple le Patriote décide que c'est le loyal qui commence, ben on va venir mettre ce marker-là ici du côté loyal. C'est un marker double-sided qui sert à la fois à identifier à quel action round on est rendu et c'est au tour acquis de jouer. Fait que dans un scénario comme ça où le loyal est premier joueur, on commence là, sur le drapeau loyal. Le loyal va jouer une première carte. Ensuite, on va flipper le marker pour identifier que c'est au tour du patriote de jouer. Puis quand le patriote va avoir joué, ben là, on a joué une carte chacun. C'est là qu'on va avancer le marker d'action round et qu'on va leur flipper pour dire que là, le loyal joue une carte, le patriote joue une carte. Puis on alterne comme ça jusqu'à temps qu'on se rende à la fin de la 8e action round. Donc voilà pour ce qu'on fait au début du tour. C'est relativement simple. On a passé à travers les 3 étapes ici. Avant de passer à la fin de tour, je vais tout de suite jumper à l'anatomie des cartes parce que bon, ça va vous aider à comprendre là, en tout cas au niveau de la séquence de jeu. J'ai parlé rapidement là, que le loyal joue une carte, le patriote joue une carte. Ça veut dire quoi dans les faits là? Fait que je vais tout de suite jumper à l'anatomie des cartes. Puis ensuite, on va revenir là, à la séquence de jeu un peu plus détaillée là, une fois qu'on est dans le tour comme tel. Fait que fidèle à mon habitude, je vous ai préparé un petit échantillon de cartes qui font pas mal le tour de la question. Il y a des classiques là, de card-driven games là, que je vais quand même prendre la peine d'expliquer là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le genre, là, mais pour ceux qui ont de l'expérience avec les card-driven games, vous ne devriez pas trop être dépaysés ici. Fait qu'en haut à droite, vous avez le deck auquel la carte appartient. Fait qu'on a ici là, 4 cartes du deck 1834. Là. On a ici là, ce qui pourrait être une main typique du Patriote, vraiment au début de Early 1834. On voit qu'il a 4 cartes du deck actif, il y a 4 cartes du deck de 1834 et il y a 3 cartes du deck générique. Fait que si jamais vous assurez-vous là, quand vous rangez le jeu, là, ça devrait pas être trop compliqué, là, mais tu sais que toutes les cartes 18-34 sont ensemble, toutes les cartes 18-35-36 sont ensemble, toutes les cartes 18-37 sont ensemble et toutes les cartes génériques sont ensemble avec les key events qui sont mis à part, là, qui sont jamais brassés avec aucun deck. Le card back, là, le verso des cartes est le même. OK? Euh, Comme ça, vous ne pouvez pas distinguer quand votre adversaire là, a des cartes en main, là, combien il lui reste de cartes du deck actif, combien il lui reste de cartes génériques. Là, le card back est tout pareil. Toujours en haut à droite, vous avez le nombre de ce qu'on appelle des activity points, le nombre d'activity points que donne la carte. Fait que dans le cas de Prelude to Rebellion, ça va soit être 2, 4 ou 6. Donc, il y a peut-être plus d'activity points qu'on est habitué de voir dans la majorité des card-driven games. Donc, les cartes de 6 sont les plus grosses cartes, les cartes de 2 sont les plus petites cartes. Puis encore là, grosso modo, il y a un ratio de peut-être 25% de cartes de 2, 50% de cartes de 4, puis 25% de cartes de 6. Alors, considérez-vous choyé
quand vous avez des cartes de 6, bad lucker quand vous avez des cartes de 2, et dans la moyenne quand vous avez des cartes de 4. Il y a trois, évidemment, comme dans beaucoup de card-driven games, encore une fois, les cartes peuvent soit être associées au patriote, au loyal ou neutre. Il y a deux façons de déterminer ça. Là, premièrement, le drapeau ici. Pour ceux qui ne sont pas familiers, voici le drapeau que les patriotes utilisaient à l'époque. La couleur aussi de la bannière. Donc, vert, c'est une carte patriote. Rouge, c'est une carte loyale. Grise, c'est une carte neutre. Donc, ici, on a le fameux Union Jack pour représenter les cartes loyales. Et quand c'est une carte neutre, les deux drapeaux sont présents. Vous avez le titre de la carte. Alors, n'ajustez pas votre appareil. Il y a certaines cartes qu'on a laissées en français, l'écho du pays était le nom vraiment d'un journal. Ça faisait pas vraiment de sens de le traduire. Là. Mais dans ces cas-là, là, on a mis un petit symbole ici, puis on traduit là, littéralement, ou en tout cas, je peux quasiment dire approximativement, ce que ça voulait dire là, pour les anglophones qui jouent au jeu, là, puis que l'écho du pays, qui ont de la misère à le dire, là, qui puissent savoir un petit peu de quoi il est question. Ensuite, vous avez le texte de l'événement comme tel, les instructions que vous devez suivre si jamais l'événement est joué. Parfois, ça va être, parfois, il n'y a aucune décision à prendre, parfois, il y a des décisions à prendre. On va y revenir. Vous avez du flavor text et je me suis vraiment, comme on dit en québécois, cassé le cul avec ça pour mettre du flavor text sur toutes les cartes qui représentent un événement historique. Je sais que les premières fois qu'on joue, on en a plein notre casse encore là, comme on dit en bon québécois, là, d'essayer de planifier notre stratégie. On n'a pas le temps de lire le flavor text, mais avec le temps, si vous attendez après votre adversaire, vous allez pouvoir remarquer à quel point le flavor text et les mécaniques là, se marient quand même assez bien. Là. Ces événements-là ne mettent pas des cubes à des endroits aléatoires. Là. Dans le cas de l'écho du pays, c'est un journal euh, qui était publié là, dans les comtés dans lesquels vous pouvez ajouter des cubes là, pour faire une histoire courte. Là. Bon, on va le voir quand on va faire la revue des cartes plus détaillée. Oubliez ce M-là, c'est une affaire de mon body Alex Moore là, pour signifier que la carte présentement est masquée à mon adversaire. C'est-à-dire que même si l'adversaire ouvre ma main dans Vassal, il va juste voir le dos des cartes, il ne verra pas de quelle carte il s'agit. Il n'y a pas ça dans le jeu physique. Par contre, nous avons le très important, comme on dit à chaque fois, un peu en dérision, le fameux card number qui est juste un numéro séquentiel qui est ajouté au bas de chaque carte pour pouvoir y référer facilement. En haut à gauche, ça va faire l'objet d'une vidéo parce que c'est crucial, d'une vidéo en soi parce que c'est le système de scoring du jeu puis c'est crucial au jeu. Là. Mais pour l'instant, là, juste pour vous montrer que je ne l'ai pas oublié, en haut à gauche, vous allez avoir ce qu'on appelle le scoring die, le dé de scoring qui est associé à la carte, le dé de scoring qui va être brassé une fois que la carte va avoir été jouée. Donc, vous en avez un par scoring tracks, puis encore là, ça va probablement être la prochaine vidéo dans la playlist. Là. Fait que le D peut être soit RC pour les Rural Counties, Organisation, External Influence ou Urban Counties. Dans certains cas, j'ai mis un exemple ici, là, les cartes qu'on appelle, là, il y a des cartes d'activité loyale puis d'activité patriote. Dans ce cas-là, là, ça c'est une carte de Loyal Activities, c'est écrit le Loyal Choice. Ça veut dire qu'après que cette carte-là a été jouée, c'est le joueur loyal qui choisit le scoring die qui va être brassé plutôt que de se le faire imposer via la carte. Fait que voilà, ici, carte simple, carte patriote, bon, pas de prérequis, seulement un événement. À noter que par défaut, comme ça, c'est une carte patriote ici, ça vous dit d'ajouter 3 cubes à Richelieu. Ça ne spécifie pas quel cube, mais étant donné que c'est une carte patriote, c'est sous-entendu qu'il s'agit de patriote cube, à moins d'indication contraire. Donc de cube patriote à moins d'indication contraire. Même principe, si c'est une carte patriote, si on fait référence à You, You Gain, You Score, You Spend, on s'adresse aux joueurs patriotes à ce moment-là parce que c'est son événement. Dans la revue des cartes, on va avoir l'occasion de revenir peut-être sur ces particularités-là de toute façon. Je vous ai mis encore là une carte loyale simple. Ici, Troublesome Funding, financement problématique.
Encore là, si ça avait été écrit, ça ferait pas de sens là, parce que c'est un événement loyal, mais si ça avait été écrit You lose 4 opportunity points, on aurait fait référence au loyal. Alors dans ce cas-là, l'événement, on a précisé The Patriot Player loses 4 opportunity points. Évidemment, ça fait plus de sens étant donné que c'est une carte loyale. Carte neutre ici, relativement simple également. Alors quand on dit +1 to your faction, là on fait référence au joueur qui a joué l'événement. Étant donné que c'est une carte neutre, là, elle peut être jouée par le Patriote ou par le Loyal. Donc à ce moment-là, on fait référence, là, Your Faction, c'est la faction du joueur qui a joué la carte. Je vous ai mis un événement ici là, qui a un prérequis. Fait que quand il y a un prérequis, il est toujours en gras italique avant même le texte de l'événement. Fait que dans ce cas-là, pour que l'événement puisse être joué, il faut que le Rebellious Spirit Marker soit à 5 ou plus. Fait qu'on parle de ce marker-là qu'on a vu dans le vidéo précédent, là. Donc, si ce marker-là est entre 0 et 4, cet événement-là ne peut pas être joué. Par contre, s'il est à 5 ou plus, l'événement peut être joué. Activité loyale que j'ai mis pour vous montrer un exemple de scoring die qui est au choix du joueur. Celle-là, je vous l'ai mis juste pour qu'on ait un exemple, qu'on ait les 4 dés de scoring représentés sur les cartes. Puis finalement, celle-là, je l'ai mis parce qu'il y a une petite mention qu'il y a sur certaines cartes, donc les cartes qui ont un effet persistant, soit jusqu'à la fin du tour, jusqu'à la fin de la game, vont avoir une petite mention comme ça là, en gris avec 2 astérisques au début puis à la fin de la phrase. OK. Ceci étant dit, l'anatomie des cartes, c'est faite. Là, on revient, mettons, au début où le Patriote a décidé que c'était le loyal qui commençait. Donc, quand on dit là, que lors de son action round, puis je vais ouvrir, je pense que c'est très bien détaillé dans le player aid, fait que je vais l'ouvrir, ceux qui sont un petit peu plus visuels. Alors, quand c'est votre tour, quand c'est votre action round, quand c'est votre tour à jouer une carte, vous avez 3 choix. Le choix le plus classique que vous allez faire, parce qu'étant donné que vous avez quand même 7 cartes dans votre main, c'est de jouer une carte de votre main. Puis là, à ce moment-là, ben, tout dépend de la carte, comme dans beaucoup de card-driven games. Fait que, tiens, on va garder ça simple. Le Patriote décide de commencer, euh, décide que c'est lui qui va être le first player. Alors, si le Patriote joue une carte de sa faction, il a le choix entre jouer les activity points ou jouer l'événement, si les prérequis de l'événement sont en place. Alors, dans ce cas-là, ici, il n'y a même pas de prérequis. Alors, le Patriote est entièrement libre de jouer les activity points ou de jouer l'événement. Dans les 2 cas, la carte est discartée et dans le fond, c'est ça. La carte est discartée, là, peu importe que le Patriote décide de la jouer pour les activity points ou pour les événements, à moins que, comme c'est le cas pour la Société Saint-Jean-Baptiste, à moins que cette carte-là, par exemple, soit jouée pour l'événement. À ce moment-là, il y a une mention spéciale qui dit qu'elle demeure en jeu jusqu'à la fin de la game. Elle demeure en jeu pour servir de reminder aux joueurs qu'elle a un effet. Là, on va le voir quand on va faire la revue des cartes. Là. Mais elle demeure en jeu. On ne la met pas dans la discard pile nécessairement. Ces genres de cartes-là, on va les laisser sur le côté du board comme reminder visuel qu'ils ont un effet persistant. À noter que dans Prelude to Rebellion, les discard piles ne sont jamais rebrassés. Vous avez suffisamment de cartes dans chacun des decks pour couvrir vos besoins, si on veut, pendant les tours qu'utilisent ces decks-là. Fait que dans le deck générique, malgré le fait que chaque joueur pige 3 cartes du deck générique au début de chaque tour, malgré le fait qu'il y a toujours des cartes génériques qui sont mises dans l'Opportunity Pool, il y a 52 cartes dans le deck générique, là, vous en avez assez, là, même si vous vous rendez jusqu'à la fin de l'hiver 1837, vous allez avoir assez de cartes dans le deck générique. Même principe avec les decks qui sont plus reliés à certaines années. Fait que le deck 1834, par exemple, vous avez 24 cartes dedans. Vous en avez assez pour piger vos cartes au début de chaque tour puis pour garnir l'Opportunity Pool. J'ajouterais même, c'est important pour moi, que à la fin de chaque tour, il va toujours vous rester une certaine quantité, c'est peut-être 20% du deck qui n'a pas été utilisé. Et ça, c'est intéressant parce que même quand on commence à connaître les cartes, vous ne saurez jamais d'une game à l'autre, par exemple, si la Société Saint-Jean-Baptiste va sortir ou non. Alors, c'est possible qu'elle soit dans le fond du deck et qu'elle ne soit jamais pigée par aucun joueur, jamais mise
dans l'Opportunity Pool. Alors, tout ça crée beaucoup de replayability, là, le fait que vous ayez une main mixée avec des cartes du deck en cours, puis des cartes génériques, les cartes qui s'en vont dans le pool, les cartes qui ne verront jamais le jour d'une game à l'autre, tout ça vous donne un assez bon mix. Et ça fait que d'une game à l'autre, c'est jamais pareil, là. Combiné au scoring system que je vais expliquer dans une prochaine vidéo, là, puis vraiment les possibilités sont infinies. Donc ça va, c'est clair quand c'est une carte de votre faction. euh, vous la jouez pour les Activity Points ou pour l'événement. Évidemment, si la carte a un prérequis, admettons que c'est le tour du loyal, il y a cette carte-là dans sa main, le Rebellious Spirit Marker est à 0. Il ne peut que jouer les Activity Points parce que les prérequis de la carte ne sont pas rencontrés. Quand vous jouez une carte neutre, donc supposons encore là, je suis le Patriote, j'ai cette carte-là dans mes mains, je peux décider de la jouer pour l'événement. Encore là, si les prérequis sont en place, je peux décider de la jouer pour l'événement. Si je décide de la jouer pour l'événement, la carte est défaussée, à moins qu'il y ait une instruction spéciale de la garder en jeu. Par contre, la petite twist, si je décide de jouer une carte neutre de ma main pour les Activity Points, je fais les Activity Points. Dans ce cas-là, je dépenserai mes 4 Activity Points pour faire des actions qu'on va voir dans une autre vidéo. Et une fois que c'est fait, je prends la carte neutre et je vais venir la mettre dans l'Opportunity Pool. Parce que comme on dit en bon québécois, moi, comme joueur patriote, j'ai craché sur cet événement-là. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me dit rien, ou j'étais pressé d'utiliser les Activity Points. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir mettre cette carte-là dans l'Opportunity Pool et elle devient soudainement disponible aux deux joueurs pour que l'événement soit acheté de l'Opportunity Pool par un des deux joueurs. À noter qu'elle pourra même être achetée par le joueur patriote lors d'une action round subséquente. Mais une chose est sûre, c'est que votre adversaire, le loyal dans ce cas-là, va pratiquement toujours avoir l'opportunité de la jouer lui-même avant que ça revienne à votre action round. Mais s'il est toujours dans l'opportunity pool quand on arrive à une autre action round du Patriote, il pourrait décider à ce moment-là là, de la jouer lui-même. Donc, c'est quelque chose à retenir. C'est clair dans le Player Aid, faites-vous-en pas. Là. Fait que si je joue une carte de ma main, si c'est une carte neutre, je peux jouer l'événement si les prérequis sont rencontrés. La carte est ensuite défaussée ou discarded, ou je peux la jouer pour ses activity points et ensuite je la place dans l'opportunity pool. Alors, évidemment, il n'y en aura pas de facile comme dans beaucoup de card-driven games. Le fun commence quand vous avez des cartes de l'adversaire dans votre main. Alors, à ce moment-là, si je suis le joueur patriote et que je joue Troublesome Funding, je ne peux que la jouer pour les Activity Points. Et une fois que j'ai joué les Activity Points, l'événement va arriver. Et à ce moment-là, c'est temporairement le loyal qui prend les commandes, c'est temporairement le loyal qui conduit. S'il y a des décisions à prendre à l'intérieur de l'événement, c'est le loyal qui va les prendre. Alors encore là, insérer le texte des gens scandalisés qui ne connaissent pas les card-driven games, mais oui, c'est un peu débile, là, dans le sens que, par exemple, le Patriote, dans ce scénario-là, là, a 4 cartes loyales dans sa main. C'est définitivement un problème. Mais dites-vous toujours, votre adversaire, le loyal, a probablement des cartes patriotes en main qui l'écœurent autant que les cartes loyales dans la vôtre vous écœurent. OK? Donc, le seul contrôle que j'ai comme joueur, c'est de décider, puis cette carte-là est très bonne pour ça, de décider le timing dans le tour pendant lequel je vais jouer cette carte-là. Fait que, par exemple, si j'ai tout dépensé mes points d'opportunité comme patriote, ben, évidemment, je vais jouer cet événement-là, puis de perdre 4 points d'opportunité n'aura aucun impact pour moi parce que j'en ai plus de toute façon. OK? Fait qu'au moins, vous pouvez décider à quel moment vous décidez de jouer la carte. À noter que contrairement à la majorité des card-driven games, vous n'avez pas le choix. Est-ce que l'événement va se produire avant ou après que vous utilisez les activity points? L'événement va toujours se produire après. Fait que dans ce cas-là, je jouerai les 4 activity points de Troublesome Funding et ensuite l'événement arrive. La raison, là, pour ceux que ça intéresse, peut-être que ça ne vous intéresse pas non plus, mais je vais le dire pareil. euh, dans Prelude to Rebellion, ça n'avait pas suffisamment d'impact, le timing de l'événement par rapport à la dépense des activity points.
pour que ça vale la peine là, de donner le choix aux joueurs. Alors, j'ai décidé de garder ça simple. Ça fait une décision de moins peut-être pour les joueurs débutants qui ont déjà la tête grosse de même, là. Mais quand vous jouez une carte de l'adversaire, vous jouez les Activity Points et ensuite l'événement va se déclencher. OK, l'autre chose, bon, on a vu cette carte-là ici. Supposons que c'est le Patriote qui l'a dans sa main. Alors, supposons que le Rebellious Spirit est à 5. À ce moment-là, c'est comme on a dit. Le Patriote va jouer les Activity Points. Ensuite, les prérequis de l'événement sont en place. Alors, l'événement se déclenche. Et comme je disais tantôt, c'est temporairement, dans ce cas-là, le loyal qui est aux commandes. C'est-à-dire que le Choose Between, c'est le loyal qui choisit. C'est son événement. Alors, s'il préfère la première partie de l'événement, c'est son droit. S'il préfère la deuxième partie de l'événement, c'est son droit aussi. C'est lui qui est temporairement aux commandes pour faire l'événement. Maintenant, qu'arrive-t-il si euh, le Rebellious Spirit est à 3 et le joueur patriote joue cet événement-là? Soyez attentifs, même si vous êtes un habitué des card-driven games, parce que ça, c'est un peu différent. Alors, dans la majorité des card-driven games, c'est comme fuck you, loyal, les prérequis sont pas en place, alors je viens de jouer mes 4 activity points et voilà ton bel événement qui s'en va dans la discard pile. Dans Prelude to Rebellion, c'est un peu différent. Je fais les activity points. Au moment où on arrive pour faire l'événement, on se rend compte que les prérequis sont pas en place. À ce moment-là, le loyal reçoit ce que j'appelle souvent un prix de consolation. C'est-à-dire qu'il va recevoir la moitié de la valeur de la carte, dans ce cas-là 2, en points d'opportunité. Alors, c'est un peu comme une opportunité manquée, justement. Là. Un événement loyal a été joué de la main du Patriote et les prérequis n'étaient pas en place. Donc, le loyal va recevoir la moitié de la valeur de la carte en Activity Points en points d'opportunité. Et, ce n'est pas tout, la carte va être placée aussi dans l'Opportunity Pool pour potentiellement être rachetée par le loyal plus tard dans le tour si jamais il réussit à rencontrer le prérequis. Alors, si plus tard dans le tour, d'autres événements ou d'autres trucs font monter le Rebellious Spirit, et là, le Rebellious Spirit est rendu à 5, bien, le loyal pourrait venir s'acheter cette carte-là qui est dans l'Opportunity Pool. Donc, c'est la prochaine affaire qu'on va voir dans 2 secondes, mais essentiellement, il pourrait dépenser 4 points d'opportunité, qui est la valeur en Activity Points de la carte, pour la jouer maintenant que le prérequis est en place. Alors, je vais l'envoyer dans l'Opportunity Pool, justement, parce que c'est la prochaine affaire qu'on va parler. Fait qu'on on va garnir un petit peu l'Opportunity Pool. Une carte neutre, une carte patriote, 2 cartes génériques, mettons. Un autre patriote, bon, comme ça. Je rappelle que dans le jeu physique, là, vous placeriez ces cartes-là en dessous du label qui est dans le bas du board. Sur la table, en dessous du board, vous allez regrouper les cartes patriotes ensemble, les cartes neutres ensemble, puis les cartes loyales ensemble. Donc, on a fait le tour de comment jouer une carte de sa main, si c'est une carte de votre faction, si c'est une carte neutre, si c'est une carte de la faction adverse. Donc, ça, c'est une chose que vous pouvez faire dans votre action round. C'est ce que vous allez faire le plus souvent. Quelque chose que vous allez faire peut-être 1, 2, 3 fois dans le tour, c'est de jouer une carte de l'Opportunity Pool. OK? Fait qu'on rappelle, l'Opportunity Pool, il est garni de quelques cartes random de certaines key events qui sont mis dedans au début du tour, et peut-être même de de cartes neutres que votre adversaire a joué ou que vous avez même joué pour les Activity Points puis qui ont été mis dans l'Opportunity Pool après. Donc ça, voyez ça comme une vitrine de magasin là, que vous pouvez magasiner, là, puis voyez vos points d'opportunité comme étant l'argent que vous avez en poche. Donc quand vous arrivez à votre action round, si vous voulez, vous pouvez acheter une carte neutre ou une carte de votre faction de l'Opportunity Pool pour en faire l'événement. OK, bien important, l'événement seulement. On ne peut pas acheter une carte de l'Opportunity Pool pour la jouer pour les Activity Points. Quand on en achète une, il faut faire l'événement obligatoirement. On ne peut pas là, acheter des cartes de notre adversaire, même si la carte vous écœure au point que vous seriez prête à dépenser des points d'opportunité pour l'enlever du pool. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez seulement acheter des cartes de votre faction ou des cartes neutres, dont les prérequis sont en place.
OK? Fait que, par exemple, le loyal, même s'il voulait, pourrait pas acheter cette carte-là de l'Opportunity Pool si le Rebellious Spirit Marker était à 3. Les prérequis ne sont pas en place. Alors, quand vous achetez une carte de l'Opportunity Pool, vous dépensez le nombre d'Opportunity Points égal à ce moment-là au coût de la carte là, ou à la valeur en Activity Points de la carte et vous en faites l'événement. Après ça, la carte est défaussée à moins qu'elle ait une mention qu'elle reste en jeu pour le tour ou pour la game. Et on va voir là, on n'a pas beaucoup des points d'opportunité, c'est très précieux et on peut même les utiliser pour autre chose que, que juste acheter des cartes. Alors c'est toujours déchirant. Imaginez-vous pas que vous allez pouvoir acheter 3 cartes de 6 AP de l'Opportunity Pool avec le peu d'Opportunity Points que vous allez avoir. Souvent, on a seulement les moyens de s'acheter une carte de l'Opportunity Pool par tour. On va probablement le revoir dans les stratégies, mais je vais tout de suite vous dire, là, ça fait partie des choses que je trouve, désolé, mais fascinantes, même si c'est mon propre jeu. Mais bon, on a 7 cartes en main au début du tour, il y a 8 action rounds. Alors, pour bien profiter de nos 8 action rounds, tôt ou tard pendant le tour, vous allez devoir jouer une carte de l'Opportunity Pool. Si vous ne le faites pas, ben, vous allez arriver euh, après votre 7e action round et là, votre main est vide. Si vous avez joué une carte de votre main à chaque action round depuis le début, vous allez arriver à la 7e action round, vous n'aurez plus de cartes en main. Alors là, probablement, c'est le temps de jouer une carte de l'Opportunity Pool, mais vous n'avez pas besoin d'attendre de ne plus avoir de cartes en main pour faire ça. Vous jouez les cartes de l'Opportunity Pool qui vous intéressent quand ça vous intéresse, tant que vous avez les Opportunity Points pour vous les payer. Et la troisième chose, c'est très rare que ça arrive, là, mais vous pouvez décider de passer. Mais vous pouvez faire ça seulement si vous n'avez plus de cartes en main. Alors évidemment, hélas, le joueur patriote, là, une fois qu'il a joué ces belles cartes-là, pourrait pas décider, bon, moi je passe le reste du tour. Alors je joue pas ces cartes nasty-là, je veux rien savoir, alors je passe. Désolé, tant que vous avez au moins une carte en main, vous êtes obligé soit d'acheter une carte de l'Opportunity Pool ou de jouer une carte de votre main. L'autre chose, puis je fais rien que le glisser comme ça un peu pour attirer votre attention, puis euh, la façon dans Prelude to Rebellion de se débarrasser d'une carte nasty, d'une carte vraiment qui vous écœure. Je pense entre autres au Montreal Herald ici, là, qui est particulièrement dégueu, là, qui ajoute 2 au Rebellious Spirit. Là. Ben, encore là, si vous êtes très bon stratège, félicitations vraiment si vous avez pensé à ça par vous-même, juste avec cette petite vidéo-là. Là. Mais vous avez 7 cartes en main. Il y a 8 action rounds. Et vous ne pouvez pas passer s'il vous reste une carte en main. Comment je peux bien faire pour garder cette carte-là en main? Ben, tout simplement, je n'ai qu'à jouer 2 cartes de l'Opportunity Pool pendant mon tour. Alors, si je joue 6 cartes de ma main et 2 cartes de l'Opportunity Pool pendant le tour, ça fait mes 8 action rounds. Alors, la fameuse 7e carte de ma main que je n'ai pas jouée demeure dans ma main. Et là, évidemment, si le deck n'est pas fini, le problème ne disparaît pas. Là, je vais garder cette carte-là dans ma main et je vais devoir encore là au prochain tour trouver une façon de ne pas la jouer, là, ou peut-être que juste d'attendre un tour avant de la jouer, ça a été bénéfique pour moi. Là. Mais bref, la façon de garder des cartes chiantes dans votre main sans la jouer dans Prelude to Rebellion, c'est d'acheter 2 cartes ou plus de l'Opportunity Pool pendant votre tour. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Dans certains cas, vous allez avoir des cartes moins coûteuses qui vont être de l'Opportunity Pool. Les petites cartes de 2, on ne trippe pas nécessairement quand on les a dans nos mains parce qu'ils ne donnent pas beaucoup d'Activity Points. Puis généralement, leur événement est proportionnel à leur valeur en AP. Par contre, quand ils sont dans l'Opportunity Pool, on les trouve intéressantes. C'est des cartes cheap, des petites cartes cheap qui coûtent juste 2 Opportunity Points à acheter. Puis à ce moment-là, là, d'acheter 2 cartes de 2 dans l'Opportunity Pool pendant un tour, c'est pas extravagant. Là. Vous allez pouvoir faire ça peut-être et vous garder une carte de l'autre faction qui est particulièrement chiante. On aura l'occasion d'y revenir, là, mais on a fait le tour de ce que vous pouvez faire dans un action round. Fait qu'on alterne des action rounds first player, second player, first player, second player, 8 fois comme ça, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du tour. Alors parlons-en de la fin du tour. On y arrive.
Donc, si vous aviez des cartes qui duraient jusqu'à la fin du tour, ben voilà, elles sont soit discartées ou si c'est des cartes qui faisaient en sorte que quelque chose arrivait à la fin du tour, ben c'est le moment. Après, alors supposons, je continue mon exemple, que le Patriote était le first player, mais quand on va arriver à l'Action Round 8, le Patriote va jouer une carte de sa main de l'Opportunity Pool où va passer. Le Loyal va jouer une carte de sa main de l'Opportunity Pool où il va passer. Et là, on arrive à la séquence de fin de tour. Les Key Events, donc spécifiquement les Key Events du tour en cours, s'ils n'ont pas été joués, s'il y en a encore de ces Key Events-là dans l'Opportunity Pool, elles sont discartées. Donc, exceptionnellement, les Key Events là, euh, ont une espérance de vie euh, qui dure uniquement là, pour le tour qui est écrit ici. Là. Fait qu'en 1835, au début de 1835, à ce tour-là ici, on va mettre cette carte loyale-là dans l'Opportunity Pool. Si on arrive à la fin de 1835 et que cette carte-là n'a pas été jouée, elle est discartée de l'Opportunity Pool. Je n'ai pas parlé dans l'anatomie des cartes, mais j'avais parlé aux vidéos précédentes. Là, les 8 Key Events sont aussi un truc spécial là, qui est cette espèce de petit carré noir ici pour mentionner justement que c'est des Key Events. À la fin du tour, le Patriote gagne 6 points d'opportunité, il top à 12, et le Loyal gagne 8 points d'opportunité, il top à 16. C'est les mêmes valeurs qu'on a au début de la game. Ensuite, si le Rebellious Spirit Marker a été flippé pendant le tour, on va voir que c'est une sorte d'action que le Patriote peut faire pendant son tour. Il peut vraiment venir flipper ce marker-là pour l'empêcher de monter à la fin du tour. Alors, s'il a pris le temps de faire cette action-là pendant son tour, parfait. Mais là, on reflippe le marker. C'est à refaire à chaque tour, comme on va voir là, dans la vidéo qui va expliquer ce que vous pouvez faire avec les Activity Points. Par contre, si le Patriote n'a pas pris le temps de faire cette action-là, là, qu'on appelle le call for composure ou l'appel au calme des gens qui commencent à s'exciter un peu trop dans le camp Patriote. Alors, si le Patriote n'a pas pris le temps de faire ça, le Rebellious Spirit monte de 1. Alors, c'est vraiment, là, comme on dit en anglais, là, un ticking time bomb. C'est quelque chose qui va toujours être porté à monter, à moins que le Patriote vraiment fasse des efforts pour garder le calme dans les troupes. Et évidemment, s'il était à 14 et là, il vient de monter de 1, il vient de monter à 15, j'en parlais dans la vidéo précédente, c'est une des conditions de victoire. Là, il y a un soulèvement armé et la game se finit avec une certaine séquence d'événements là, sur laquelle on va revenir. Là. Quand on arrive à la fin d'un deck, donc à la fin du late 1834, c'est la fin, comme je disais tantôt, là, on tourne la page sur le deck 1834. Là, il y a un grand ménage du printemps qui est fait. Euh, toutes les cartes de l'Opportunity Pool sont discartées. Toutes les cartes qui restent dans la main des joueurs sont discartées également. Alors, on fait le grand ménage. Alors là, à la fin d'un deck, si vous avez réussi à vous garder une carte chiante de l'autre faction, là, ben bravo. Là, elle est discartée une fois pour toutes et vous la reverrez plus, c'est sûr. Là. Donc, on part toujours un nouveau deck, là, frais comme des roses. On va piger, là, il n'y a pas de cartes 1834 qui survivent au-delà de 1834. Même les cartes génériques qu'on a en main ou dans l'Opportunity Pool à ce moment-là, là, c'est ce que ça dit ici, c'est le grand ménage. Donc, je l'ai mis explicitement parce que ça n'arrive que 2 fois dans la game, à la fin de 1834 ou à la fin du tour de 1836. Là, toutes les cartes qui sont dans les mains des joueurs et dans l'Opportunity Pool sont discartées. Évidemment, à la fin de l'hiver 1837, c'est la fin de la game. Fait que vous n'avez pas besoin de vous soucier avec ça. Là. On ne fait pas juste discarter les cartes, on remet le jeu dans la boîte. C'est fini, on fait un dernier calcul sur lequel je vais revenir, puis après ça, la game est finie. Autrement, si ce n'est pas la fin de late 1834 ou la fin de 1836, les joueurs sont pognés pour garder les cartes qu'ils avaient encore en main et ils vont piger, dans le fond, moins de cartes au début du prochain tour pour les ramener toujours à 7 cartes comme leur adversaire. Et si c'est la fin du tour de l'hiver 1837, la game se finit. Alors voilà, je répète, puis on va y revenir, là, mais si on veut, là, il y a 4 conditions qui mettent un terme à la game. Quand le Rebellious Spirit
et je l'ai dit dans l'ordre où ils ont priorité, là, parce que dans certains cas assez foqués, euh, deux conditions de victoire pourraient survenir en même temps. À la fin de chaque action round et à la fin de chaque tour, on vérifie est-ce que le Rebellious Spirit Marker est rendu à 15. Si oui, il y a soulèvement armé et la game se finit. Ensuite, on vérifie est-ce qu'il y a un joueur qui a atteint 20 points de victoire, soit le Patriote, soit le Loyal, que je considère comme, mettons, les win conditions 2 et 3, là, mais celles-là, évidemment, sont mutuellement exclusives. Fait qu'est-ce qu'un des deux joueurs a atteint 20 points de victoire? Ou sinon, évidemment, est-ce qu'on est à la fin de l'hiver 1837 et dans lequel cas la game se termine? Fait que voilà, ça fait le tour de la séquence de jeu, l'anatomie des cartes, qu'est-ce qui arrive quand on joue des cartes. On peut les jouer de notre main, on peut les jouer de l'Opportunity Pool pour les événements. Euh, Manquez pas le prochain vidéo, là, même si vous avez, bon, à la limite, si le jeu vous dit rien, mais que vous avez un intérêt un peu sur le design d'une mécanique vraiment innovante, là. On va parler des scoring dice puis du système de scoring, là. Ça risque d'être très, très intéressant. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici. Merci de votre écoute, puis allez plus loin dans la playlist si le cœur vous en dit.